se connaître soi-même, c'est observer comment fonctionne son cerveau. C'est observer qu'en une fraction de seconde, il peut y avoir un inconfort qui apparaît à l'intérieur de notre corps, uniquement parce qu'une pensée a traversé notre tête. Pourquoi? AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM et tout vient à point. Celui qui sait attendre, je reçois ce matin Serge Marquis. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, je suis heureux d'être avec vous. Oui, je vous attends à cause de la Covid. Donc ça fait au moins 6 mois que je vous attends. C'est gentil, merci. Parce que vous arrivez de... J'arrive ce matin de Nantes, mais j'arrive du Québec. En fait, j'habite Longueuil, banlieue de Montréal. D'accord. Alors, je suis arrivé samedi dernier, donc il y a une semaine. Ça recircule, donc on peut reprendre des vols transatlantiques, c'est ça? Ah oui, absolument. D'ailleurs, j'entendais les gens d'Air France dire que ça allait recommencer récemment et que ça allait ouvrir complètement en novembre avec l'ouverture des frontières américaines. Alors qu'on allait être à 100% à compter du mois de novembre. Bien. Alors, vous êtes médecin spécialiste en santé communautaire. Oui. Alors, en France, on n'a pas forcément ce métier-là. C'est quoi la santé communautaire? La santé communautaire, c'est une spécialité qu'on fait après le cours de médecine, mais pour travailler en amont des maladies, c'est-à-dire les prévenir. D'accord. Et moi, ce qui m'a intéressé au plus haut point toute ma vie, c'est prévenir les problèmes de santé psychologique, les problèmes de santé mentale. Dans le milieu de travail et à l'extérieur du travail, bien sûr. Alors, voilà à quoi j'ai consacré ma vie. En quoi consiste la santé communautaire? Vous vous intéressez plus précisément à la santé des organisations et vous avez créé votre propre unité de consultation dans le domaine de la santé mentale au travail qui s'appelle Tortue. Je ne sais pas où il est le premier T de votre Tortue, parce que vous dites organisation pour réduire les tensions et l'usure dans les entreprises, mais à quoi le premier T correspond-il? J'ai répété Tortue pour insister sur la dimension tortue de la chose. La lenteur, l'importance de pouvoir se protéger, mettre ses limites. La tortue sait se protéger, n'est-ce pas? Puis elle vit très, très, très vieux, la tortue. Je crois que c'est un symbole absolument magnifique. Et j'ai choisi de l'adopter pour l'entreprise. Ah, c'est pour ça que vous êtes un militant du lenteurisme. Oui, mais disons que je crois Le lenteurisme, voilà, c'est un mot que vous avez inventé, non? Lenteurisme. Oui, j'ai inventé le lenteurisme, absolument. J'ai inventé ce mot parce que je crois que la vie se savoure dans la lenteur. On peut à peu près rien savourer à haute vitesse. Si je veux savourer un vin, je ne peux pas savourer un vin si je l'ai avalé aussitôt que je l'ai dans la bouche. C'est impossible. Je ne peux aimer que dans un mouvement lent aussi. Je ne peux pas aimer à toute vitesse. Je ne peux pas savourer une caresse à toute vitesse. Tout se savoure dans la lenteur, tout. Mais on est dans une société qui va à une vitesse extrême et qui s'accélère. Tout s'accélère sans cesse. Il y a beaucoup de souffrance, puis je crois sincèrement qu'une partie de cette souffrance vient du fait qu'on ne savoure plus la vie qui est là et qui passe d'une façon, dans un claquement de doigts, et qu'on se retourne à la fin de sa vie en se disant « Oh là là, tiens, j'aurais peut-être dû. » Mais c'est ça la lenteur. La lenteur permet de... l'écoute. Allez, dépêche, raconte. Oui, mais la personne à qui on demande ça va devoir synthétiser sa pensée. C'est pas toujours évident. Un enfant, on peut pas lui demander ça. Un enfant, pour l'écouter, il faut une certaine lenteur. Parce que l'enfant va chercher ses mots pour exprimer sa pensée. Elle est partout dans la relation humaine, la lenteur. Puis on l'a évacuée. Et ça, personnellement, je suis convaincu. C'est à la base d'une grande partie de la souffrance psychologique qu'on vit à notre époque. Alors, vous avez la réputation d'être un grand simplexificateur, ce qu'on va voir ce matin. Mais je suis un peu déçu parce que, contrairement à la rumeur, vous ne portez pas de lunettes roses. Qu'est-ce que vous avez fait de vos lunettes roses? Non, j'ai pas de lunettes roses. Je porte des lunettes transparentes. C'est une réputation? Il y a des gens qui disent que je suis un peu, comme on dit ici, calinours, ou je sais pas trop. Bisounours. Bisounours, on dit, au Québec, on dit calinours, bisounours. Mais je crois pas ça. Moi, j'ai toujours cru que je portais des lunettes transparentes. Ni des lunettes sombres, ni des lunettes noires, ni des lunettes roses. J'essaie de regarder la vie telle qu'elle est. Il y a des gens qui m'accusent de porter des lunettes roses parce qu'ils croient que je ne vois que la beauté dans les choses et que je ne vois jamais la laideur. Et pourtant, je la vois, la laideur. Je la vois, elle m'attriste. La bêtise humaine m'attriste profondément. D'ailleurs, si j'ai écrit des livres, c'est parce que la bêtise humaine m'attriste. J'ai souvent cité Einstein, qui disait deux choses sont en expansion, l'univers et la bêtise humaine. Et pour l'univers, je suis pas encore certain. Alors, et ça, c'est une citation qui m'a profondément marqué parce que je crois que la bêtise humaine est encore en expansion. Et je la vois.
Je me cache pas les yeux, mais je me dis, il faut travailler pour essayer de faire en sorte que la conscience s'élargisse, qu'on voit la réalité en face, qu'on voit ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on le développe, qu'on permette à notre talent, nos capacités, notre potentiel de se développer, qu'on permette aussi aux relations humaines de se vivre le plus, j'ai envie de dire, harmonieusement possible. Mais c'est du travail. Bon, Serge Marquis, c'est la première fois que je vous rencontre. Alors, j'ai un certain nombre de questions un peu essentielles à vous poser. Est-ce que vous êtes présent lorsque vous pelez des pommes de terre? Absolument. Je suis totalement présent. J'essaie, du mieux que je peux, d'être présent à chaque instant. J'aime citer ce médecin américain, Richard Moss, qui a beaucoup travaillé avec les personnes souffrant d'anxiété et qui leur conseillait de méditer. C'est-à-dire d'amener leur attention dans le présent. D'observer où était leur attention, de l'amener dans le présent. Et les gens disaient, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il leur répondait, quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. Et ça m'a marqué. Parce que quand j'écoute vraiment une autre personne, je peux observer où est mon attention. Est-ce que je suis en train de l'écouter ou si je ne suis plus en train de l'écouter? Parce que je peux être ailleurs au moment où elle parle. Alors, quand je pèle les pommes de terre, j'essaie d'amener mon attention sur ce que je suis en train de faire parce que c'est là que coule la vie. Et lorsque vous passez l'aspirateur, c'est plus compliqué. Non, mais pour écouter, avec le bruit de l'aspirateur, c'est plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de réaliser qu'on n'est plus en train de passer l'aspirateur, mais que notre attention est tout à coup happée par ce discours intérieur qui génère de l'anxiété, qui génère des frayeurs de toutes sortes, en rapport surtout avec notre ego. C'est ce qui me passionne dans la vie, l'ego humain. Alors, donc, notre attention est dans le passé. Hier, qu'est-ce qui m'a pris de dire une chose pareille? Où aller demain? J'y arriverai pas, j'aurai pas le temps. Et on n'est plus en train de passer l'aspirateur. Alors que si on était vraiment en train de passer l'aspirateur, complètement, là, on pourrait même écouter le bruit de l'aspirateur, voir la poussière disparaître au moment où on vient de passer là, à un endroit, et ça se calmerait ici à l'intérieur. Là. Ça s'apaiserait. Curieusement, passer l'aspirateur deviendrait un moment dont on tirerait profit. Méditation. Bon, alors il y a aussi des... non, mais c'est vous qui aimez poser ces questions la première fois que vous rencontrez quelqu'un, parce que ça vous donne un certain nombre d'informations sur la personne que vous rencontrez et ça vous aide à la connaître. Oui, tout à fait. Donc, il y en a d'autres, on ne va pas les faire toutes, puisque les autres sont dans le livre que vous venez de publier, qui s'appelle « Je, connais-toi toi-même, comment fait-on cela ?» chez Flammarion, un livre sur la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est sans fin, finalement. Oui. C'est sans fin, mais ça peut se faire en une fraction de seconde. C'est peut-être pour ça qu'on dit à mon sujet que je porte des lunettes roses, parce que se connaître soi-même, je crois que c'est observer comment fonctionne son cerveau. C'est observer qu'en une fraction de seconde, il peut y avoir un inconfort qui apparaît à l'intérieur de notre corps, uniquement parce qu'une pensée a traversé notre tête. Ça se fait en une fraction de seconde. Pourquoi? Parce que l'organisme humain, le corps humain, est doté d'un système de protection absolument fabuleux qui est là depuis des millénaires. Et le cerveau est constamment en train d'utiliser ce système de protection pour évaluer s'il y a des menaces. Soit à la survie, bien sûr, mais aujourd'hui, des menaces à la survie, il n'y en a pas tant que ça, ou des menaces à notre confort. Et la plupart du temps, les menaces à notre confort sont reliées à notre ego. Au je, aux multiples je qui structurent notre ego. Parce que qu'est-ce que notre ego? C'est la somme des représentations qu'on a de soi-même. Voilà, c'est l'addition des jeux. L'addition des jeux. On a du temps pour expliquer comment ça fonctionne ce matin. Donc, vous appelez ça l'activation et la désactivation des commutateurs. Ouais. Ce que vous venez d'expliquer là, sur le on et le off. Ouais. Donc voilà, c'est le confort et l'inconfort, ou l'inconfort et le bien-être, en fait. Oui, tout à fait. Et j'aime bien citer cet exemple parce que je l'ai vécu. Là. Au début de la pandémie, il y a eu cette pénurie de papier de toilette. Là. Et j'étais dans un supermarché et j'ai vu, de mes yeux, 2 personnes s'arracher le dernier paquet de 6 rouleaux qui restait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur corps, là, actuellement? Là? Ces 2 personnes vivent en inconfort, c'est clair, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de manquer de papier de toilette. Et là, c'est le retour à l'état très primitif de « je vais me battre pour obtenir ce dont j'ai besoin pour assurer mon confort ». Et 2 personnes dans un supermarché se battaient pour ce rouleau de papier de toilette. Donc, la switch A.
on de l'inconfort. Alors, là. switcher en québécois, ça veut dire? Ça veut dire mettre le commutateur à on. Voilà, pardonnez-moi. Mettre le commutateur à on. Alors donc, et c'est fascinant, parce que ça se passe en une fraction de seconde. Où est l'intelligence humaine? Où est-elle? Comment pourrait-on utiliser ce que j'appelle la seconde révolutionnaire? Alors vous, c'est important ça. Cette fameuse seconde, elle est fondamentale. Absolument, parce que c'est cette seconde qui nous permet de retrouver notre intelligence. C'est cette seconde qui pourrait permettre à un être humain tout à coup d'observer, c'est un mot fondamental, ce qui se passe. On est dans un supermarché, on est en train de se battre pour un paquet de rouleaux de papier de toilette, comme s'il en allait de notre survie. L'intelligence pourrait permettre de dire ou de constater que la survie n'est pas menacée par le fait qu'on n'aura pas de papier de toilette, qu'il y a des solutions. Il y en a d'autres. Mais en une fraction de seconde, le cerveau ne prend pas conscience de ça. Et il est retourné à l'âge de pierre. J'avais devant moi 2 hommes avec des peaux de fourrure, des massues, qui se battaient pour une denrée associée dans leur cerveau primitif à la survie. C'est phénoménal. Alors, la seconde révolutionnaire est importante. Connais-toi toi-même, c'est d'observer ça. C'est d'observer cette espèce de réaction qui nous ramène, j'oserais même pas dire à l'âge de pierre, parce que je ne sais pas comment c'était à l'âge de pierre. Peut-être qu'il y avait plus d'intelligence que dans certains moments à notre époque. Et qui nous amène dans cet état très primitif là, du cerveau reptilien et du cerveau limbique, là, les émotions très primitives de peur et d'agressivité, là, de lutte ou de fuite. Là. Et en une fraction de seconde, on est prêt à sauter dans le visage de l'autre pour assurer son confort, alors que le confort pourrait très bien être assuré si on était dans notre intelligence. On pourrait même partager le paquet. Hein? C'est ce que je raconte dans le livre. Tiens, 3 rouleaux pour vous, 3 rouleaux pour moi. Pourquoi pas? Ça, c'est ce que la communauté humaine pourrait être si on arrivait à revenir à notre intelligence plutôt que de rester dans le cerveau primitif. Le contraire de la connaissance de soi, c'est l'ignorance de soi, ou il n'y a pas de contraire? Oh oui, j'aime beaucoup cette question-là parce que c'est effectivement l'ignorance de soi. Pour moi, l'ignorance de soi, c'est une définition de la bêtise. Carrément. Voilà, ce matin, j'ai la chance de rencontrer Serge Marquis qui est avec nous, médecin spécialiste en santé communautaire. Il arrive du Québec et il vient nous parler de son dernier livre. Donc, en lettres capitales, hein, les deux. Connais-toi toi-même. Comment fait-on cela aux éditions Flammarion? D'ailleurs, le jeu remplace le connais-toi toi-même, d'ailleurs. Hein. Oui. Le toi-même. Oui. C'est ça. Oui, tout à fait, parce que se connaître, c'est observer l'apparition des jeux dans sa tête. Et ça, c'est fascinant parce qu'on a tous et toutes une espèce de processus, un mécanisme dans notre tête qui est le processus d'identification. Et ça apparaît très tôt dans la vie. Cette usine à jeux, je l'appelle l'usine à jeux, qui très tôt dans la vie commence à fabriquer des jeux. On s'identifie à tout et à n'importe quoi. Alors, il y a plein de jeux. Illustrez-nous ces exemples de jeux qui cohabitent chez chacun d'entre nous. Oui. Il y a un exemple que j'aime beaucoup donner. On s'identifie à tout et à n'importe quoi. On s'identifie même aux vêtements qu'on porte. Hein. Ça devient un jeu, les vêtements qu'on porte. Et l'exemple que j'aime donner, c'est on est dans une boutique, devant la glace, on essaie un vêtement, et la personne qui veut nous vendre le vêtement, sans le savoir, active le processus d'identification avec une phrase extraordinaire. Écoutez bien ça, je trouve ça merveilleux. Mais c'est tout à fait vous, ça. Cette phrase extraordinaire fait en sorte que le processus d'identification s'active et tout à coup, on fait « Ah bon? » Et là, la personne ajoute « C'est votre style, c'est votre palette de couleurs. » Et là, elle enfonce le clou avec une phrase extraordinaire « On n'en a qu'un à votre taille. » Ce qui fait que tout à coup, le cerveau fait « Ah, il va me rendre unique, il va me rendre spécial, différent. » Un « je » vient d'apparaître. Et on rentre chez soi. Les personnes qu'on aime le plus au monde nous regardent et nous disent « Mais qu'est-ce qui t'a pris? Combien t'as payé pour ça? » etc., etc. Alors, comme le cerveau a créé un jeu, les commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos de ce que nous sommes vraiment, mais à propos les commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos du vêtement, mais à propos de ce que nous sommes vraiment, à propos de notre être. Et c'est là qu'un piège, parce qu'on réagit tout à coup comme si notre être était menacé. Et là apparaît la réaction de lutte ou de fuite, et on répond spontanément, bande d'ignards, vous ne connaissez rien à la mode, etc. Hey, 1 minute avant, tout allait bien. C'est fascinant. C'est parce qu'on vient de s'identifier à un vêtement
qu'une tension qui est apparue, un conflit qui est apparu, et c'est parce qu'on ne se connaît pas soi-même, qu'on n'observe pas ce processus, que les tensions s'intensifient, se perpétuent, parce que là, on s'en va dans sa chambre, on dépose dans le placard, et à chaque fois qu'on le voit, d'ailleurs, on réagit mal, et ça crée de l'inconfort tout le temps. Après, on se demande pourquoi on souffre, pourquoi on passe à côté de la vie. C'est parce qu'on ne se connaît pas. Socrate, là, il y a 2500 ans, il nous a dit quelque chose, puis c'est pas le seul, hein, à peu près. Il y a plein de gens qui ont répété ça depuis. Oui, parce qu'on l'attribue la citation à Socrate, mais on n'est pas tout à fait sûr que ce soit 100% de lui, d'ailleurs. Exact, tout à fait. Mais bon, de toute façon, les personnes qui ont dit ça avaient tout à fait raison, parce que l'absence de connaissance de soi, l'ignorance de soi est à la base de tous les grands problèmes qu'on vit actuellement sur cette planète. La pandémie, j'ose aller jusque-là, l'origine de la pandémie vient de l'ego humain. J'ai entendu, avant de quitter le Québec, à la radio, qu'on avait presque la confirmation là, que c'était des chauves-souris qui avaient porté le virus et qui l'avaient transmis quelque part à l'être humain. Mais ces chauves-souris-là, pourquoi l'ont-elles transmise tout à coup? Parce que leur environnement s'est réduit, qu'elles n'ont plus ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que leur système immunitaire soit efficace. Mais pourquoi leur environnement s'est réduit? Parce que les êtres humains, à travers l'avidité, on construit des tours, on construit des espaces pour élever des bœufs, etc., sans prendre conscience des conséquences de ça. L'ego humain, toujours avide, veut toujours plus et ne voit pas les conséquences de ces gestes-là. Moi, j'en veux plus, des tours plus hautes, etc. Alors, quand on parle des jeux, par exemple, on a le jeu, moi je suis plutôt Samsung. Moi je suis Samsung. C'est pour ceux qui ne sont pas Samsung. Alors je suis plutôt Nike. Moi je suis Nike. Hein. Ouais. Vous êtes plutôt Bordeaux, plutôt Bourgogne? Non, moi je suis plutôt Bordeaux. J'aime beaucoup cette question parce que ça me fait tellement sourire maintenant. C'était pas dans le vocabulaire de mes parents, ça. J'entendais pas ça dans leur bouche. Je suis, je sais pas moi, Apple, je suis justement Bordeaux, Bourgogne, je suis chaleur, je suis froid, j'entendais pas ça dans leur discours. C'est apparu assez récemment, ça, dans le discours des êtres humains. Alors, ça illustre d'ailleurs l'espèce de place que prend le moi. Le moi. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit je suis plutôt, moi je suis Samsung? Qu'est-ce qu'on dit avec ce je suis Samsung? On vient de s'identifier à cette marque. On vient de fabriquer un attachement à la marque et on pense que cet attachement-là va nous distinguer des personnes qui ne sont pas Samsung. Donc, ça va nous rendre spécial. Et qu'on va pouvoir d'ailleurs, peu importe où, en disant « je suis Samsung », pouvoir faire un discours aux gens qui nous entourent pour illustrer le fait que nous, on est meilleurs, qu'on est supérieur, qu'on est exceptionnel parce que nous sommes Samsung. Et que les pauvres qui ne sont pas Samsung sont tous des ignares ou des gens qui... C'est un exemple, on peut changer les marques, mais ça s'applique à plein de choses. Oui, parce que c'est le travail de l'ego. L'ego est toujours en train de se comparer. Parce qu'il veut toujours être unique, spécial. Donc, s'il veut être unique, spécial, il faut bien qu'il regarde s'il l'est. Alors, pour savoir s'il l'est, il faut qu'il se compare à d'autres. Alors, voilà. Alors, on parlait de l'ignorance de soi tout à l'heure et vous disiez qu'en fait, on ne se connaissait pas. Mais j'imagine que la plupart de ceux qui nous écoutent ce matin ont l'impression quand même de bien se connaître. C'est une croyance? Oui. Ah oui, absolument. Je pense que ce que les gens connaissent, c'est justement peut-être leur croyance. Ça, c'est une chose qu'on connaît. On croit, je sais pas, on peut croire dans un dieu, on peut croire dans une... justement, une marque de vêtements ou une technologie quelconque. On peut croire dans plein de choses. Donc, on peut connaître ses croyances. Mais nous ne sommes pas nos croyances. Moi, j'ai changé de croyance souvent dans ma vie. Heureusement, d'ailleurs. Et je ne suis pas disparu parce que j'ai changé de croyance. Si j'avais été ma croyance, je serais disparu en changeant de croyance. Je ne suis pas ma croyance. J'ai changé d'idée, j'ai changé d'opinion, heureusement. Pourquoi j'ai changé d'idée ou d'opinion? Parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de dire « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Merci beaucoup. » Qui m'ont permis d'élargir ma conscience. Alors donc, je ne suis rien de tout ça. Mais que suis-je? Que suis-je? Et ça, très peu de gens le savent. Je suis obligé de le dire. Parce que j'ai soigné des personnes pendant une trentaine d'années, des personnes qui ne fonctionnaient plus dans l'espace de travail. Et je me suis rendu compte que très peu de gens savent qui ils sont ou qui elles sont vraiment. Et que sommes-nous vraiment?
je répète toujours la même phrase. Je l'emprunte à une femme qui s'appelle Marie de Hennezel, psychologue française, qui avait dit dans une conférence à Montréal... Spécialiste de l'accompagnement des personnes qui vont mourir. Exactement. Spécialiste, elle travaille dans les soins de fin de vie, etc. Et elle avait dit dans une conférence à Montréal, j'avais le bonheur d'être dans la salle, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Quelle phrase magnifique. Qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? La première chose qui ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent ou présente. Ça, elle l'a vu dans les soins de fin de vie. Je l'ai vu dans ma vie. Il y a 2 ans, j'étais à Toulouse. Ma fille était sur le point d'accoucher et ma sœur me téléphone pour me dire que mon père venait d'entrer à l'hôpital et que c'était grave. Et elle m'a dit, si tu veux le voir, il faut que tu reviennes. Je dis à ma fille, il faut que je parte, même si c'était pour accoucher dans les jours qui viennent. Elle cherche un billet d'avion. Ses contractions commencent. Elle accouche le soir même. Je peux la voir à la maternité le lendemain, embrasser le bébé, le mari, le petit frère. Et j'ai pris l'avion. J'arrive à Montréal. Mon père, depuis 2 jours, ne parlait plus. Il avait fait ses adieux à tout le monde. J'entre dans la chambre. Je lui dis « Salut papa, j'arrive de Paris ». Il était paralysé de tout le côté droit. Il a sorti sa main qui était sous la couverture. Il a pris ma main puis il l'a serrée comme ça. Il était présent quelques heures avant de mourir. Et ça ne vieillit jamais. Et cette capacité d'être présent est entourée de plein d'autres capacités qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais. La capacité de s'émerveiller, ça ne vieillit jamais. La capacité d'apprendre, ça ne vieillit jamais. La capacité de transmettre. La capacité de créer, ça ne vieillit jamais. Mais notre attention n'est pas là. Notre attention est dans les jeux, à vouloir les protéger. Alors on passe à côté de toutes ces capacités-là qui pourraient nous permettre de savourer l'existence. Comment on fait? Est-ce qu'il y a une méthode pour se connaître soi-même? Est-ce qu'il y a des exercices? Oui, il y a des exercices, bien sûr. Et tout à l'heure, vous parliez des pommes de terre. Ça peut être n'importe quel geste qu'on pose, laver la vaisselle, peu importe. Ce sont des moments où on peut observer où est notre attention. Parce que c'est aussi simple que ça. Observer, j'insiste sur ce mot, où est notre attention. Elle ne peut pas être à 2 places en même temps. Et la plupart du temps, elle est accaparée par les jeux, parce que les jeux sont toujours dans la peur de disparaître. Toujours. Dès qu'il y en a un qui apparaît, il craint de disparaître. Alors donc, comme l'attention est dans les jeux, à vérifier s'il va disparaître ou non et à vouloir les défendre, elle n'est plus dans ce qui ne vieillit jamais en nous. Alors, par conséquent, il faut l'observer. Où est-elle? Et on peut la ramener sur ce qui ne vieillit jamais en nous. Ça, c'est un exercice qu'on peut faire d'innombrables fois par jour. On est au supermarché, on est dans la file d'attente et l'attention est mobilisée par ce qui, dans notre tête... On switch, comme on dit. Ouais. Switch on. Ça y est, je suis coincé avec la nouvelle. La fille à la caisse, là, qui est en formation ici, là. Alors, et là, ça part. Et puis, on n'est plus présent du tout. Non, et en plus, puisque je suis coincé à la caisse, je suis sûr qu'elle va devoir changer le rouleau. En plus, absolument. Ça, c'est sûr, parce que c'est moi qui suis là, elle va changer le rouleau. Et en plus, la dame qui est devant, elle a un caddie, on dirait un semi-remorque. C'est ça, exactement. Alors là, on est encore dans le moi. Moi, je suis tellement important quand j'arrive à la caisse, c'est moi qui devrais passer. Ça devrait toujours être fluide. Et là, ça bloque. Alors, voilà un moment où je peux aussi m'exercer, m'entraîner. Où est l'attention, là? Et la ramener dans le présent. Je peux lire un magazine là, qui, dans un présentoir. Je peux simplement savourer ce que je peux observer autour de moi, les comportements humains, la bêtise. Je peux observer aussi les gens qui réussissent à profiter de ce moment-là, parce qu'il y en a. Alors voilà. Vous devez retenir une chose importante. Aujourd'hui, c'est le bonheur est dans l'observation. Oui. L'observation de soi. Observez ce qui se passe en vous quand la tempête se déclenche. La tempête hormonale, j'aime bien l'appeler comme ça. Dès qu'il y a perception d'une menace à notre confort, paf, il y a le déclenchement de la tempête hormonale. Et c'est réel, c'est biologique. Alors, notre corps peut nous dire plein de choses. Si tout à coup je me sens inconfortable au supermarché, dans un bouchon de circulation, peu importe, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et je peux l'observer. Et déjà, il y a une sagesse organique qui m'envoie un message. Hey, observe ce qui se passe dans ta tête, là. Pour les amateurs de punchline et d'idées, vous dites que finalement, le cerveau fait des neurones. En 2 mots. Tout à fait, oui. Des nœuds. Il y a des nœuds qui se passent, c'est ça, c'est réel. Tout à fait, ça ne circule plus.
il y a un nœud, ça ne circule plus. L'énergie, l'intelligence, les idées, tout est bloqué par cette espèce de mouvement infernal qu'il y a dans notre tête là, qui fait pourquoi est-ce toujours à moi que ça arrive, etc. Les crétins qui ne comprennent jamais. Alors, il y a un nœud, là, parce qu'elle ne circule plus. Il n'y a plus cette observation qui permet de savourer l'existence pleinement. Pas seulement de ce qui se passe dans ma tête, ça commence par observer ce qui se passe dans ma tête, mais pour libérer, défaire les nœuds. Faire en sorte qu'enfin, je puisse avoir toute mon attention disponible pour savourer le spectacle de la vie. Il est là, le spectacle de la vie. On entre ici, en bas, et les orchidées, elles sont là, disponibles. On peut les contempler, mais on peut ne jamais les voir. La connaissance de soi consiste aussi à prendre conscience que nous sommes tous et toutes des conteurs et des conteuses. On se raconte des histoires et ces histoires, nous dites-vous, ces histoires qu'on se raconte n'ont besoin d'aucune incubation. Et c'est vrai qu'on se raconte beaucoup d'histoires. Toute la journée et parfois même toute la nuit. On est des conteurs absolument extraordinaires à propos de ce qu'on croit, de ce qu'on croit que les autres pensent de nous. On n'a jamais même vérifié, mais là, on se raconte des histoires sur ce qu'un tel ou une telle a pu dire à notre sujet, blabla, ou a pu penser même à notre sujet. Alors ça, ce sont des histoires, mais qu'on se raconte sans arrêt. La plupart du temps, dans une vie, l'attention est accaparée par ces histoires-là. Peut-être, Richard Moss disait presque 80% du temps. 80% de notre vie est consacrée à nous raconter des histoires. Donc, à ne pas contempler le spectacle de l'existence. C'est tragique. Elle ne reviendra pas, cette vie-là. C'est tragique. Il y a eu quelque chose de tragique dans votre vie. Vous êtes devenu addict à ce qu'on appelle les fortune cookies. Qu'est-ce qu'on appelle les fortune cookies ou les gâteaux de la fortune? Les petits biscuits qu'on nous sert dans des restaurants chinois. Je ne sais pas si on fait ça ici, en France, mais au Québec, des petits biscuits qu'on nous sert et on les casse et il y a un petit message à l'intérieur. Alors c'est très contemporain, puisque vous avez googlé, vous êtes allé sur Wikipédia, ouais. et en fait, finalement, c'est 1920, l'invention des fortune cookies. Oui, c'est ça. En fait, c'est... Ça aussi, c'est des gens qui ont élaboré cette théorie-là ou cette hypothèse-là, je ne sais trop, là, mais c'est pas certain encore. C'est encore nébuleux, là, l'invention des fortune cookies. Mais on pense que c'était en 1920 et que c'était quelqu'un qui avait essayé d'aider des SDF en leur distribuant des gâteaux et à l'intérieur desquels il y avait des petits messages. Donc, et ça aurait donné naissance aux fortune cookies. Je trouvais que c'était une belle histoire. Et c'est pour ça que je l'ai réutilisé. Puis j'ai dans le livre ça se passe toujours dans un restaurant. Oui, vous mangez beaucoup chinois. Ah oui, beaucoup chinois. Et c'est pas sans raison que ça se passe dans un restaurant chinois. En fait, j'ai transformé le restaurant parce que j'ai été inspiré beaucoup par un restaurant vietnamien, par un ami à moi qui s'appelait M. A, que j'ai perdu il y a quelques années. Et M. A avait un restaurant à Montréal absolument extraordinaire. M. A faisait une cuisine exquise. Il accueillait chaque personne comme si elle était son frère ou sa sœur. C'était incroyable. Alors, j'ai beaucoup aimé l'amitié de cette personne-là et sa sagesse. Et j'ai voulu lui rendre hommage avec le personnage de M. U et le personnage de la grand-mère qui cuisine avec beaucoup d'amour, d'ailleurs. Les épinards. Oui, les épinards frits. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est bon, les épinards frits. Bon, alors, quelle est la fonction de ces petits messages dans les fortune cookies? Ben, c'est extraordinaire parce que, moi, je pense que au départ, l'idée était intéressante pour réchauffer des personnes peut-être qui étaient des sans-abri, des SDF. Mais aujourd'hui, les fortune cookies, très rapidement, elles vont déclencher le processus d'identification. C'est-à-dire que quelqu'un va lire un message sur un petit papier et il va faire « Ah, c'est moi, c'est vrai. C'est ce qui est écrit sur la... » Donc, et ne profite pas de ce moment pour observer ce qui vient de se passer dans sa tête. Qu'il suffit de casser un biscuit pour avoir l'impression tout à coup d'avoir découvert qui nous sommes. C'est pas un petit bout de papier qui nous permet de découvrir qui nous sommes, c'est l'observation de la réaction au petit bout de papier qui nous permet de découvrir qui nous sommes. C'est ça qui est important. Parce que là, il y a de la joie,
Si on nous dit qu'on est, je sais pas moi, une personne exceptionnelle, vous avez un talent de conteur ou n'importe quoi, ça peut être ça qui peut être écrit. Ou faites bien attention aux prochains jours ou aux prochaines journées parce que il risque d'arriver des problèmes financiers. Et là, c'est la déprime, en une fraction de seconde. Alors qu'on vient de lire un petit bout de papier puis qu'on n'en connaissait même pas l'existence 5 minutes plus tôt. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme? Pourquoi on est passé de la joie, c'est-à-dire d'un état neutre à la joie ou à la déprime en lisant un petit bout de papier dans un restaurant chinois? C'est un phénomène super important à observer. C'est découvrir qui nous sommes. Et quand on l'observe, on peut en prendre le contrôle, devenir un peu plus maître de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Revenir à son intelligence. Redécouvrir son intelligence, plutôt que de se laisser happer par ces histoires, encore une fois. Alors, comment on les désactive, tous ces jeux qui cohabitent dans notre tête? Bon, il faut d'abord en voir l'apparition. Et je vais me proposer une séquence dans le livre, là, où la première et la deuxième étape, c'est l'observation, justement, de la perception d'un inconfort, d'une menace au confort. Et ça, c'est en observant ce qui se passe dans son corps. C'est fascinant comme l'inconfort apparaît et il n'y a pas l'attention de placer sur cet inconfort. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas que tout à coup, on est devenu inconfortable. On est emporté par les jugements. Ça, c'est la troisième étape. Et vraiment, l'exemple classique, c'est les bouchons de circulation, où il y a des jugements à n'en plus finir sur les gens qui conduisent des voitures autour de nous. Espèce de crétin, espèce de ci, espèce de ça. Puis on ne réalise pas qu'une minute avant, on était bien, et on ne réalise pas que cet inconfort-là a été associé au jugement. Donc, le fait de l'observer peut nous permettre d'arriver à la dernière étape, c'est-à-dire l'étape où on apaise tout ça. Là, on entre dans l'intelligence, là. On dit, oh, tiens, il y a un jeu qui vient de se sentir menacé, là. Tiens, on se calme, le jeu, là. On apaise le jeu tranquillement, et on ramène son attention sur quelque chose de concret. Le souffle, le volant de sa voiture, les mains contre la crispure du volant de la voiture, etc. Mais ça demande beaucoup d'entraînement. Faut faire ça régulièrement parce qu'on est conditionné depuis des millions d'années à observer ce qui est menaçant. Le cerveau privilégie de placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Il le fait depuis des millions d'années. Il fallait qu'il le fasse. On marchait dans la plaine. Il fallait qu'on observe le changement dans le mouvement des feuilles, le nouveau parfum qu'on connaissait pas. Il fallait pour assurer la survie au cas où il y a un prédateur. Donc, c'est un déconditionnement, la connaissance de soi. C'est un déconditionnement. Parce qu'on perçoit des menaces là où il n'y en a pas. Et de le découvrir, de l'observer, permet de ramener l'attention dans le présent. Donc, il faut se déconditionner. Et ça, c'est un gros travail. Un travail sur soi. Mais quand on travaille sur soi, on travaille sur quoi, finalement? C'est une question de votre père, ça. Oui. Papa m'a demandé ça, effectivement. Votre père vous a posé un jour cette question. Oui. Et puis, c'est bizarre parce que je me souviens pas ce que je lui ai répondu à l'époque. Mais quand on travaille sur soi, on travaille sur quoi, finalement? Ben moi, ce que je lui dirais maintenant, s'il me reposait, s'il était encore là... C'était arbitraire, ça a l'air abstrait. Non, comme... Oui. Non, mais on travaille sur ce qui empêche la vie de circuler. On travaille sur tous les blocages qu'on construit, qu'on fabrique. Tout ce qui nous empêche de savourer pleinement notre existence, c'est ça qu'on fait. Ce qui nous permet d'aimer, ce qui nous permet de créer, de nous émerveiller. Parce que tout ça, c'est là. C'est présent. C'est en chaque être humain. Même ceux qu'on trouve les plus bêtes au monde, on sent en eux. Mais malheureusement, peut-être qu'au cours de leur existence, il y a eu tellement de blessures que maintenant, tout ce qu'ils font, c'est être dans l'attaque ou dans la fuite. Et ne sont plus dans ce qui les habite et qui leur permettrait de se relier, de se connecter sur l'autre, sur ce qui amène de la joie. Enfin. Alors, vous citez beaucoup vos parents, puisque votre père et votre mère sont présents dans ce livre. Et il y a une expression de votre mère que je n'ai pas comprise, c'est « ne prenez pas nos têtes pour des valises ». Oui.
Elle disait ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça voulait dire... J'ai cherché partout, il y a qu'elle qui l'a dit. Donc, c'est vrai? C'est même pas déposé quelque part, il n'y a même pas qu'elle... Non. Non, ce qu'elle nous disait, c'est, écoutez, faites bien attention à tout ce qu'on vous raconte, parce qu'on pourrait vous faire croire n'importe quoi. Et vous pourriez gober ça comme un poisson gobe une mouche. Alors non, soyez prudents, ne gobez pas n'importe quoi. Et à ma mère, je disais, oui, mais justement, nous sommes des valises parce que, puisqu'on ne se connaît pas, on gobe n'importe quoi. Donc, il y avait une certaine sagesse dans ce que notre mère nous disait sans qu'elle le sache. C'est ça la vraie sagesse, hein? Ouais, oui. Bien sûr. Oui. C'est quand on est sage et qu'on ne le sait pas. Oui, c'est beau ça. Ouais. Tout à fait. On connaît le début de la phrase, hein? Connais-toi toi-même. Mais finalement, est-ce que c'est pas la deuxième partie de la phrase qui est plus importante? Oui, tout à fait. Parce que je l'ai entendu très tôt dans ma vie, connais-toi toi-même. Ah, je me suis dit, c'est intéressant. Oui, c'est vrai, il faut se connaître. Mais après, il est où le manuel d'instruction? On fait ça comment? On part d'où? Et on va découvrir quoi? Et on va découvrir des peurs. On va découvrir de l'hostilité qu'on n'aimera pas à l'égard de personnes qu'on aime. Mais tout à coup, en une fraction de seconde, devant une personne qu'on aime, on va développer de l'hostilité. Et c'est ce qu'on va découvrir quand on va entrer dans cet univers-là. J'aime bien raconter l'anecdote de ma conjointe. J'étais en train de laver la vaisselle, j'ai mis une goutte de savon sur l'assiette. Et elle arrivait de travailler, elle me dit, tu mets bien trop de savon? En une fraction de seconde, paf, la tempête hormonale. En une fraction de seconde, dans ma tête, ça fait, qu'est-ce que tu en sais du savon, la quantité de savon à mettre? Est-ce que tu as un doctorat en savon? Ça, c'est dans ma tête. Et puis tout à coup, le goût de lutter, de lui dire à haute voix, as-tu un doctorat en savon? Alors que se connaître, c'est observer ça, apaiser ça, et arriver à dire, parle-moi de ta journée. On est dans un autre univers, on n'est plus dans la réactivité, là. Peut-être trop fort, Serge Marquis. Vous n'avez pas répondu avec ma question. Vous m'avez enfumé. Vous m'avez parlé de savon, vous m'avez parlé de vaisselle de votre femme. Et vous avez évacué la deuxième partie de ma question. Ça, c'est du professionnel, la communication. Bon, Serge Marquis sur Beurre FM. Vous réécouterez l'émission avec plaisir en podcast sur beurrefm.net. Vous pourrez regarder la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et je rappelle que vous publiez donc Connais-toi toi-même, comment fait-on cela? Oui, c'est chez Flammarion. C'était un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir, comme dit une de mes amies, c'est un plaisir réciproque.